Donc après avoir parlé, donné des exemples de maquettes de formation ou d'activités concrètes sur le terrain, on va passer pour clôturer cette matinée à une table ronde bien particulière qui va se poser la question des maquettes. On a beaucoup parlé de maquettes et nous nous sommes permis de parler de casse-tête des maquettes de formation parce que c'est un véritable problème. Vous avez vu, entre faire de nouvelles formations, adapter les précédentes, comment créer de la transversalité, quel pourcentage de contenu RSE ou DD dedans, etc. J'appelle pour évoquer ce sujet 4 personnes que je trouve merveilleuses. Je vais commencer, alors je vais être terrible, je vais dire que c'est mon coup de cœur. Si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez l'activité de Karine Vigneault, moi je suis émerveillé de l'énergie qu'elle déploie pour faire vivre le développement durable dans son collège des Landes. Et donc elle fait partie de cette table ronde. Karine, merci de nous rejoindre. Les Landes en force. Tu choisis l'endroit où tu t'installes. Je vais maintenant demander à Céline Lanne-Puren, qui représente la Paris School of Sport, de nous rejoindre. Et je vais te donner dans une minute. La troisième personne que je vais appeler, c'est Judith Samin, qui est consultante en innovation collaborative pour des projets à impact. Une table ronde avec 3 femmes. Et Jimmy, où es-tu? Jimmy, qui est responsable pédagogique d'une formation à Chambéry, qui est le DU Sport, Environnement, Climat. Et bien évidemment, il nous faut un modérateur ou une modératrice. Ce sera une modératrice. Clémence, tu nous rejoins, de l'année STAPS, qui va gérer l'ensemble des débats pendant 45 minutes. On a juste juste avant que tu commences, on a une petite adaptation. Oui. Après, je peux introduire la table ronde en attendant. Donc du coup, pour rappel, la table ronde porte sur le casse-tête des maquettes de formation. Quelle équation pour garantir un enseignement cohérent au sein d'un cursus qui complète un peu aussi notre atelier d'hier, parce qu'entre l'ANESTAPS et la C3D, on a animé un atelier sur repenser et adapter les maquettes de formation pour y intégrer les enjeux socio-environnementaux, où on a pu voir les difficultés, quelles thématiques mettre en place, comment revoir les modules de formation. Et du coup, cette table ronde permet de montrer quelques exemples et d'introduire et d'aller un peu plus loin dans nos réflexions de maquettes de formation. Et du coup, ma première question va pour Jimmy. Tu as décidé de créer un diplôme universitaire sport, environnement et climat à l'université Savoie-Mont-Blanc. Pour quelles raisons as-tu créé ce DU? Quelle est la motivation de la création et quels sont les objectifs de cette formation supplémentaire? Top, ça roule. Eh ben, bonjour à tous. En fait, quand moi je suis revenu sur Chambéry, donc j'y avais été quand j'étais étudiant en STAPS il y a 15 ans, je suis revenu sur Chambéry il y a 2 ans et j'avais pas du tout l'intention de monter un diplôme universitaire. Par contre, je m'étais spécialisé sur les questions de transition écologique dans le monde du sport. Et je suis revenu voir mes anciens profs de la fac en STAPS en leur disant mais il y a 15 ans on ne parlait pas du tout des enjeux de transition écologique en STAPS et moi j'aimerais bien en parler. Il se trouve que évidemment j'ai reçu un accueil plutôt chaleureux là-dessus. On m'a dit qu'il y avait déjà certaines interventions là-dessus. On m'a invité à intervenir au sein des STAPS, mais évidemment on n'était pas capable de refonder complètement la maquette et d'intégrer 200 heures de formation au sein de la licence et du master STAPS. Et du coup, en discutant avec mes anciens profs et d'autres, en fait, on s'est rendu compte que, au lieu d'essayer, peut-être à l'inverse d'ailleurs de ce que disait Christophe Le Petit, c'est qu'au lieu d'essayer d'intégrer plus de développement durable dans les STAPS, il fallait, au-delà de le faire ça, peut-être créer un nouveau diplôme. Et donc nous, on est arrivé peut-être à la conclusion opposée, c'est qu'il fallait créer un nouveau diplôme. Et au fur et à mesure des réflexions, on s'est dit qu'un diplôme universitaire était sans doute la meilleure option parce que c'est un format qui est très adaptable en fonction du public qu'on voulait viser. Et du coup, sur l'objectif, effectivement, on a voulu parler de sport au sens large. Donc on a
co-monté ce diplôme universitaire avec Thomas Rupp, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie. Et on s'est dit qu'on voulait parler de l'ensemble des sports. Donc on a parlé sport, pas uniquement compétition, mais compétition hors compétition, du sport autonome, du sport fédéré, que ce soit du sport indoor, outdoor, individuel ou du sport d'équipe, etc. Donc on a vraiment voulu prendre le sport au sens large. Et on s'est posé la question, mais à qui on veut en parler? Et dans l'urgence actuelle, on s'est dit, on veut en parler à toute personne qui est capable de prendre directement ou indirectement des décisions dans le monde du sport. Et ces personnes-là, c'est ceux qu'on a appelés les décideurs du sport. Donc les décideurs du sport, ça peut être un président d'association, un directeur de station de ski, un responsable RSE d'un circuit de Formule 1, ça peut être une prof de PS, etc., etc. À partir du moment où vous gravitez dans le monde du sport et que vous prenez des décisions, vous êtes capable, d'une façon ou d'une autre, d'infléchir les décisions en prenant en compte les considérations environnementales. Et du coup, c'était hyper intéressant de passer sur un diplôme universitaire parce qu'on a pu créer un diplôme universitaire de 70 heures de formation réparti en 2 blocs d'une semaine et qui permet donc de donner accès aux professionnels qui se libèrent 2 fois une semaine, en l'occurrence fin septembre et fin janvier, qui viennent sur place en présentiel, qui peuvent se former et sans avoir besoin de prendre une année sabbatique dans leur boulot. Et l'objectif, c'est bien qu'ils reviennent exactement au même poste, mais avec des connaissances en plus et qu'ils puissent implémenter les enjeux de la transition écologique du sport au sein de leur emploi. Après, s'ils ont envie de profiter de cette formation pour changer d'emploi, tant mieux, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a imaginé. On a imaginé qu'ils restent dans leur emploi, mais avec des compétences en plus. Et juste pour parler de la construction de la maquette en 2 secondes, il y a 2 blocs de formation. Là, pour l'instant, construit vraiment en 2 grandes idées. Un premier bloc qui est sur la compréhension des enjeux. Donc, en quoi le sport est victime du dérèglement climatique, mais aussi, à l'inverse, en quoi le sport porte une responsabilité sur le dérèglement climatique et autres pressions environnementales. Donc ça, c'est la première semaine de formation. Et puis la deuxième, qui est indispensable, mais qui suppose qu'on ait eu la première avant, c'est comment on agit concrètement. Et comment on agit concrètement, nous, on s'est posé la question de savoir comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre et autres pressions environnementales, comment on s'adapte au dérèglement climatique, comment on communique et comment on réinvente, comment on réinvente le sport de demain. Le sport a toujours évolué depuis 150 ans, il va continuer à évoluer et nous, on essaye d'avoir un peu une longueur d'avance là-dessus. Voilà, et juste pour conclure, sur les intervenants, on s'est aussi posé la question, mais de quel intervenant on voulait. On a évidemment des intervenants universitaires, parce qu'on a un diplôme universitaire, donc on a un cadrage universitaire, avec des intervenants qui viennent des formations STAPS, sociologie, climatologie, etc. Et puis un très gros panel d'intervenants de terrain, professionnels, des élus, des maires, des associations comme le Shift Project, des cabinets de conseil, des fédérations internationales, des médias, des organisateurs d'événements, des athlètes engagés, et tout plein d'autres qu'on aurait voulu faire intervenir, dont plein sont ici aujourd'hui et qu'on n'a pas pu faire intervenir pour cette première année parce qu'on n'avait que 70 heures de formation, mais qu'on a bien l'intention d'inviter l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jimmy. J'ai oublié de vous dire comment va se passer cette table ronde, donc je le fais entre 2 passages. Je vais donner la parole à chaque intervenante avec une question pour se présenter et voir ce qu'ils font comme formation ou maquette. Et après, on aura un temps d'échange avec vous pour poser vos questions directement. Et du coup, je pose la question à Céline, qui est la 2e responsable pédagogique sur cette table ronde. Vous aussi, à Paris School of Sport, vous avez créé une spécialité sport responsable au sein de votre école. Quel est l'objectif de cette formation et comment la maquette a-t-elle été construite pour répondre à ces enjeux socio-environnementaux? Bonjour à tous. Alors, vous m'entendez? Oui. Pour remettre juste aussi en perspective, parce qu'on a tous des formats différents et des formations différentes, Paris School of Sport, je ne sais pas si vous connaissez, j'aimerais que tout le monde connaisse, mais je ne suis pas sûre. En fait, on est une école assez jeune. On est né il y a 6 ans. On a été créé par le groupe Media School avec Teddy Riner. L'objectif de cette formation, en fait, c'est de former, soit en 3 ans, soit en 5 ans, des étudiants, surtout alternants, aux différents métiers du management du sport. Donc ça veut dire que ça recouvre, comme Audencia, du marketing, de la communication et de l'événementiel sportif. Très clairement, au-delà des apprentissages théoriques, pratiques qu'on peut dispenser, le côté SMART, dont parlait Olivier tout à l'heure, bien évidemment, on veut former des futurs professionnels qui soient conscients des enjeux.
actuelle de l'époque, et concrètement, ça veut dire les enjeux et la dimension RSE-RSO, qui nous est apparu évident de devoir intégrer dans notre cursus de formation. Donc on a commencé un peu doucement, on a commencé en master, en 4e année, avec un module assez générique qui était sur les stratégies de communication RSE des entreprises, vraiment au sens large, au-delà du sport si vous voulez. Et puis après on a rencontré Didier Le Hénaff, que tout le monde connaît ici, et je pense que pour beaucoup de personnes en fait, il y a eu un avant et un après Didier. Et le après Didier, Didier nous a proposé en fait un autre module complémentaire, là pour les 5e années, et là spécifique aux acteurs du monde du sport, puisque c'est sur tout ce qui était marketing durable, problématique de durabilité pour à la fois les organisateurs d'événements et à la fois les marques sportives, à la fois dans la construction de la stratégie marketing et après dans le pilotage, dans le déploiement de cette stratégie. Ce module, en fait, nos 5e années, ils l'ont beaucoup aimé, ils ont complètement adhéré. Et en fait, on a beaucoup échangé avec eux, on les a sondés. Et on avait quand même cette conviction, mais ça a conforté cette conviction que cette thématique RSE-RSO, en fait, il fallait qu'elle ait plus de place. Elle méritait plus de place, clairement, dans notre cursus. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on allait lancer une spécialité dédiée qu'on a intitulée Sport responsable. Donc maintenant, si je viens sur la construction en fait, de cette spécialité, d'un point de vue pratico-pratique, en fait, tous nos étudiants, à la fin de la 4e année, ils ont la possibilité de se spécialiser. Donc pour la 5e année, le temps de cette spécialité, c'est 30% du temps de formation, des heures de formation. Donc sur un total de 455 heures pour nos alternants. Donc on a 145 heures qui sont dédiées à cette spécialité. Le reste continue à être en fait en tronc commun. Pour construire, alors chaque fois, quelle que soit la spécialité, en l'occurrence la spécialité sport responsable, en fait, on s'appuie sur un référent pédago qui va incarner la spécialité, qui va la leader auprès des étudiants, qui va être notre expert, qui va nous mettre aussi en relation avec les bons intervenants pour animer les différents modules, et les différentes thématiques de modules, on va les construire ensemble. Voilà, on construit la maquette ensemble, pour qu'elle soit pertinente, cohérente avec le marché. Donc vous l'aurez deviné, notre expert, notre intervenant référent de l'aspect sport responsable chez Paris School of Sport, c'est Didier Le Hénaff. Donc on a construit cette maquette ensemble, sachant qu'également, en fait, en termes de rythme, nos alternants, en 5e année, ils sont sur 1 jour de cours par semaine. Et après, on ponctue l'année avec ce qu'on appelle des semaines intensives, en fait, d'études de cas, où ils sont là présents du lundi au vendredi. Alors, études de cas, parce que je rejoins mon confrère Jimmy tout à l'heure, nous aussi, on fait appel, en fait, notre formation, c'est vraiment à la fois des apports théoriques, mais beaucoup de pratiques, et on fait appel à des professionnels qui sont experts, qui sont capables de parler du terrain et de la réalité du terrain. Donc, ces semaines intensives, c'est sur ces moments-là que ces professionnels qui ont par ailleurs d'autres activités peuvent venir et animer des études de cas. Concrètement, toutes nos spécialités obéissent en fait à la même architecture. L'architecture se décompose de la façon suivante. On démarre avec 3 jours d'immersion dans l'aspect. Donc là, c'est une plongée. Pas réelle mais fictive, avec l'intervenant référent et des invités pour découvrir tout ce qui est acteur, tout ce qui est écosystème, tout ce qui est problématique de l'aspect. Ensuite, on enchaîne avec différents modules, donc à chaque fois, comme je vous le disais, qui vont être positionnés sur ces semaines intensives et qui vont venir ponctuer l'année. Ces semaines intensives, en fait, c'est tous les mois, mois et demi. Voilà, donc on a une sorte de fil rouge de la spécialité. Donc en sport responsable, concrètement, en termes de modules, on a tout ce qui est filière d'approvisionnement du sport responsable, après l'intensive d'immersion. On aborde également les filières, les modèles économiques et investissements du sport responsable. Le module de marketing durable dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, on l'a conservé. Et on clôture l'année avec une étude de cas finale en juin qui va faire en fait la synthèse de tout ce que les étudiants auront vu tout au cours de l'année. Ils ont en plus un mémoire à rédiger avec leur intervenant référent. Donc, ils travaillent toute l'année sur un sujet de sport responsable, soit générique, soit qui leur est propre. Ça peut être aussi une création d'entreprise. Ils vont présenter ce mémoire à la fin de l'année devant un jury. En complément de tout ça, on a un autre format, donc ces formats modules qui sont dans le centre de formation, qui est un format où on sort du centre de formation. Là, l'intervenant référent, en fait, emmène les étudiants sur plusieurs journées
qui sont pareils, qui ponctuent le cursus sur le terrain pour rencontrer soit des professionnels, enfin à chaque fois on essaye de tout mixer, donc rencontrer des professionnels pour vraiment leur poser les bonnes questions, visiter des structures, même des fois aller sur des événements, c'est ce qu'on appelle des journées EducTour. Donc ça c'est en gros le programme et la spécialité qu'on a mise en place depuis maintenant 3-4 ans. Mais en fait, cette spécialité, pour nous, ça n'a été qu'une étape, on va dire, dans notre réflexion, dans la maturation. On s'est rendu compte que, finalement, enfin, vu l'importance du sujet et surtout l'urgence du sujet, on s'est dit deux choses. La première, c'est que ça ne concernait bien évidemment pas que les personnes qui choisissaient cette spécialité. On était tous concernés. Donc, il fallait diffuser au-delà de la spécialité. Et le deuxième constat, c'est qu'on s'est dit, finalement, démarrer à partir des masters, ça arrive trop tard dans le cursus. Tout le monde est concerné et tout le monde est concerné avant. Donc il faut en parler avant, il faut diffuser, il faut infuser, comme on aime dire, sur les promotions infra, bachelor, avant d'arriver même au master. Donc concrètement, en fait, là, je vais conclure là-dessus, dans les grandes lignes, parce qu'en fait, l'idée c'est que chaque année, on remet sur la table notre maquette pédagogique, parce qu'il y a des évolutions, des référentiels de formation en fonction des renouvellements des titres, etc. Donc on retravaille tout ça à chaque fois, on essaye d'optimiser, mais dans les grandes lignes, ce qu'on a fait, pour justement donner encore plus de place au-delà de l'aspect, on a créé un challenge, enfin on a un challenge école qui existe tous les ans, et en fait le challenge école d'il y a 2 ans, eh bien on l'a axé sur tout ce qui est thématique, enfin sur un sujet RSE, RSO. Concrètement, en fait, l'ensemble de l'école a travaillé, l'ensemble des étudiants a travaillé sur une étude de cas, et puis après a dû relever un certain nombre de défis en allant sur le terrain. En fait, c'était les Eco Games, que tout le monde connaît ici, de Paris School of Sports. Tu m'autoriseras l'attribution, enfin l'utilisation en tout cas, ce qui a permis en fait d'impliquer l'ensemble des étudiants, puisqu'en fait le principe c'est qu'ils travaillent en groupe du premier niveau au 5e niveau, enfin de la première année à la 5e année, ils sont mixés pour travailler et produire une réflexion collective. Donc on a eu ce challenge école, on a décidé d'initier ensuite, dès la 2e année, les étudiants à tout ce qui est démarche RSO, RSE. Donc là, vraiment un nouveau module qu'on a introduit dans la maquette. On a continué en fait à creuser le sillon sur la 3e année. Alors on avait déjà quelque chose sur les Eco Games. On a élargi sur tout ce qui est événementiel et mise en situation éco-sportif. Et puis on a renforcé également au niveau des 4e et 5e années. Tout ça hors spécialisation, donc avec plus de modules. Et aujourd'hui, on arrive, enfin, on est dans le sens de l'histoire, peut-être on en reparlera un peu plus tard sur les contraintes de maquette, mais comme vous le savez, les titres, à chaque renouvellement de titres, donc un nouveau référentiel, et on en a profité, ce qui était une contrainte, en fait, on l'a un peu transformé en opportunité, c'est-à-dire que dans le dernier référentiel, puisque le titre des masters a été renouvelé il y a 1 an, nous avons introduit toute cette dimension RSE, et donc concrètement, en fait, aujourd'hui, les 5e années de Paris School of Sports vont passer une épreuve certifiante pour l'obtention de leur titre professionnel, une épreuve certifiante qui porte sur l'organisation, sur la stratégie enfin, d'un événement éco-responsable, stratégie marketing-com éco-responsable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette description très complète. Vous l'aurez compris, j'ai donné la parole aux 2 personnes qui sont responsables pédagogiques et qui ont du coup créé et organisé leur maquette de formation. Et du coup, on va donner la parole maintenant aux 2 autres personnes qui jouent plutôt avec ces maquettes de formation pour essayer d'introduire ces notions de transition écologique, de RSE et RSO. Du coup, je vais donner la parole à Judith. Vous êtes consultante et formatrice. Vous intervenez parfois dans des formations sans avoir conçu les maquettes pédagogiques. Justement, comment parvenez-vous à jongler avec ces maquettes de formation pour introduire ces notions d'enjeux environnementaux, de RSE et RSO? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, j'accompagne des structures dans le monde du sport sur des sujets de RSO et je fais également de la formation sur ces sujets-là en utilisant du coup des démarches d'innovation collaborative comme outils pédagogiques. Effectivement, du coup, à la fois de temps en temps, j'ai des formations dont je construis la maquette et dans quel cas c'est facile, je suis assez cohérente entre ce que j'ai pu mettre dans la maquette et comment j'ai envie d'animer la formation. Mais je suis aussi très régulièrement
dans la situation où j'interviens, dans des formations, notamment dans l'enseignement supérieur, où j'ai à utiliser, à prendre en main une maquette qui ne m'est pas propre et que je n'ai pas co-construite comme vous avez pu le faire dans votre école. Et donc, effectivement, il y a quelques points de difficulté que je pense que toutes les personnes ici connaissent, à savoir que ce n'est pas toujours évident de ramener sa propre logique à partir d'une maquette qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc évidemment, comme dans toute matière, hein, que ce soit sur l'éco-responsabilité ou autre, il y a un temps d'appropriation et de comment on peut ramener en tant que formateur sa propre logique dans la maquette. Également aussi comment on peut mettre en avant certains points qui nous paraissent plus importants que peut-être la maquette ne pourrait l'entendre. Et puis, il y a cet enjeu, au-delà de la maquette, qui me paraît extrêmement important autour de ces sujets-là d'éco-responsabilité en particulier. C'est comment, derrière, embarquer les apprenants, comment embarquer les étudiants sur ces sujets-là. Et c'est vraiment pour moi un sujet qui est pas évident et qui est très propre à cette thématique de l'éco-responsabilité. Alors j'ai noté par rapport à l'appropriation des maquettes et comment on peut, nous, en tant qu'intervenants, peut-être poser un regard là-dessus. J'ai noté des très très grandes disparités dans les typologies de syllabus. Hein. J'interviens dans différentes écoles, donc je peux voir vraiment des choses très différentes. Donc à la fois, on peut avoir, ça m'est arrivé, un syllabus avec 4 mots, voilà, donc une phrase courte. Donc ça laisse à la fois beaucoup de liberté à l'intervenant et à la fois, on peut vraiment, voilà, ça peut peut-être manquer un petit peu de cohérence aussi dans le temps. Voilà, ça laisse vraiment beaucoup le champ libre à l'interprétation et on ne sait pas toujours dans quel sens est donnée cette phrase. Et à la fois, j'ai pu être confrontée à des maquettes ultra précises où on a l'impression quasiment qu'on nous donne un cours déjà préconçu et dans lequel parfois il peut sembler avoir beaucoup de détails par rapport à ce qu'on peut penser être important à valoriser. Ce que je note en tout cas, moi ça fait peut-être la 4e année je pense où je suis intervenante sur ces sujets-là, c'est qu'il y a une énorme évolution des maquettes dans l'ensemble des diplômes. Qu'avant, certaines écoles où j'intervenais sur d'autres sujets commencent à amener l'éco-responsabilité, que certaines écoles où j'avais 3 demi-journées au départ sur ces sujets-là, aujourd'hui on est à 70 heures sur l'année. Donc je vois une vraie évolution en tout cas de la thématique qui vient vraiment prendre beaucoup de place et on peut s'en réjouir dans les cursus. Je peux observer également que parfois, derrière, alors moi j'interviens plutôt sur des sujets de RSE et RSO, qui parfois, de la manière dont est construit le syllabus, est très très orienté sur l'environnement, en délaissant peut-être un petit peu l'impact social. Et du coup, voilà, j'en profite aussi pour en parler ici, parce qu'il me semble que déjà à la fois, quand on revoit l'ensemble des thématiques de la RSE et de la RSO, certes, évidemment, la partie environnementale est cruciale, mais il y a aussi tout le sujet du social, du sociétal qui est extrêmement prégnant, qui n'est pas à sous-estimer, et d'autant plus quand on est, à mes yeux, dans une formation en lien avec le sport. Je pense que le sport a un très très fort enjeu à mener aujourd'hui sur l'impact social, à valoriser l'impact social qu'il produit, tout en montrant aussi les bonnes pratiques qu'il met en œuvre pour diminuer son impact environnemental en parallèle. Mais il me semble que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est extrêmement important de pouvoir valoriser, de montrer aussi tout le positif que le sport amène, notamment dans ces périodes un petit peu tumultueuses, ou de rappeler un petit peu que le sport, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi une formation à la citoyenneté, c'est aussi de l'insertion par le sport, c'est aussi de l'inclusion. Enfin, c'est très très large. Mais que tous ces bénéfices-là, ils sont vraiment aussi à valoriser tout autant que la prise en compte des enjeux environnementaux.
Et dernier point concernant les maquettes. J'ai remarqué aussi pour l'instant qu'il y avait beaucoup de connaissances très théoriques pour l'instant. Et il en faut parce que notamment effectivement sur les aspects environnementaux, pour certains on partait de loin, donc il faut aussi bien avoir conscience et comprendre ces enjeux-là pour ensuite pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et donc on forme des futurs professionnels de demain, donc c'est extrêmement important qu'on leur apporte toutes les informations utiles pour qu'ils puissent se mobiliser et activer les leviers adéquats. Mais il me semble un petit peu, pour l'instant, oublié, peut-être, ou peut-être pas suffisamment présent, tous les aspects, toutes les compétences transversales, notamment, on en a parlé hier, du coup, pendant l'atelier numéro 2, mais voilà, le management transversal, qui est une vraie complexité du coup, driver des sujets RSE ou RSO qui sont à 360 degrés, dont tout le monde doit s'emparer au sein d'une structure, et que, on en a parlé aussi avec des personnes dans la salle, qui ne peuvent pas être portées que par une ou deux personnes au sein d'une structure, mais qui doivent être vraiment partagées. Donc il y a vraiment ces sujets en termes de compétences, de travailler sur du management transversal, sur animer des collectifs, sur prendre en main aussi des démarches justement d'intelligence collective, de collaboratif, pour pouvoir embarquer l'ensemble des parties prenantes et pouvoir faire vivre aussi les démarches RSE dans le temps et conserver une dynamique dans le temps. Eh bien, merci beaucoup Judith. Et du coup, dernière question pour la dernière intervenante de cette table ronde. Donc Karine, vous cherchez vous à allier sport et environnement à travers votre profession professeur d'EPS. Comment c'est venu cette idée? Comment vous l'avez mis en place? Et comment parvenez-vous à adapter cette initiative au programme scolaire Programme scolaire, oui. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Alors comment m'est venue cette idée? Eh bien, à un moment donné, je crois que si on est là, c'est qu'on a tous eu une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe sur le plan environnemental, l'écologie, etc., le réchauffement climatique. Et puis, sur le plan citoyen, on commence à s'impliquer dans des associations. On change aussi un petit peu de mode de vie avec sa famille, avec ses amis, etc. Et donc, à un moment donné, on a besoin de se ressentir un peu aligné avec ce qu'on fait dans sa vie privée et aussi dans ce qu'on fait dans son métier. Et donc j'en étais arrivée là où j'ai commencé à vraiment me poser beaucoup de questions sur comment je pouvais continuer à enseigner, à être devant mes élèves avec toutes ces préoccupations, toutes ces inquiétudes et toute cette envie d'agir que j'avais déjà mise en place dans ma vie personnelle, au sein d'associations, au sein de collectifs enseignants, mais en dehors du collège. Et donc, voilà, j'ai commencé à me dire qu'il fallait essayer de mettre ça en place dans l'établissement. Donc, on a, avec mon équipe, parce que comme l'expliquait Sandrine, les choses ne se font pas toutes seules. Donc avec l'équipe, on a commencé à entreprendre des nettoyages de la nature. On a organisé une course scolaire solidaire, zéro déchet, zéro plastique. On a commencé comme ça à envisager des projets d'assez grande envergure dans l'établissement. Mais à un moment donné, j'ai eu envie aussi de réfléchir un petit peu plus davantage à ce que je pouvais faire aussi dans les cours de PS. Et ce qui est bien tombé, c'est qu'en parallèle, les programmes de l'éducation nationale sont venus se colorer de vert. Donc c'était dans les années à peu près 2020. Et l'EDD est vraiment rentré clairement dans les programmes et ça touchait vraiment toutes les disciplines. Sauf le PS malheureusement, où on a juste eu une petite notification qui précisait qu'on pouvait enseigner la randonnée en pleine nature pour les élèves de cycle 3, donc les élèves de 6e. Donc je trouvais que c'était vraiment très peu et assez frustrant, parce qu'on parle d'interdisciplinarité, donc c'est vrai que quelque part on peut se sentir touché, mais si on n'est pas préoccupé, si on n'a pas envie, si on n'a pas envie de voir, si on n'a pas envie de comprendre, on peut très bien se dire qu'on ne le fait pas. Donc voilà, c'est cette espèce de flou que laisse
les programmes. Et donc, si on n'a pas envie de s'emparer du sujet, on peut très bien, le laisser aux collègues ou en tout cas ne pas se sentir tellement préoccupé. Et je crois qu'aussi beaucoup de nos collègues se sentent un peu démunis parce que voilà, justement, on n'a pas eu la chance dans nos formations d'avoir, enfin en tout cas je parle des gens qui ont plutôt mon âge, on n'a pas eu la chance d'avoir ces sujets-là qui soient abordés dans nos formations. On a aussi très peu de formations encore sur le plan de la formation continue. Et je crois que beaucoup de collègues ont envie de s'emparer du sujet, mais se sentent pas légitimes ou un peu peur de se lancer, faute de moyens, faute de ressources. Et donc, j'ai eu envie de réfléchir à tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre et puis de commencer à partager des ressources pour aider les collègues à rentrer dans le sujet avec leurs élèves dans les établissements scolaires. Donc, je ne sais pas si je peux préciser davantage. Je juste... Bon, c'est pas... Pardon. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai essayé de rentrer en lien avec d'autres enseignants qui avaient envie aussi de s'investir, mais tout ça vraiment grâce aux réseaux sociaux. Donc on a créé un collectif qui s'appelle le collectif EPS et écologie. On a maintenant un site internet. J'ai développé quelque chose aussi d'un petit peu plus personnel, donc qui s'appelle EPS en Anthropocène. Et donc je partage des ressources et sous forme beaucoup de visuels qui me semblent du coup accessibles et en tout cas qui, je l'espère, vont pouvoir donner envie aux collègues de s'emparer des sujets qui nous touchent. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous. J'avais une première question avant de donner la parole au public, c'est comment est perçu, que ce soit les maquettes de formation ou les initiatives dans les formations, par les étudiants, les élèves, ou même par rapport aux collègues, aux autres enseignants, à l'administration. Est-ce que c'est des choses qui sont portées, soutenues, ou il y a quelques difficultés à mettre ces choses-là en place et voilà. Et je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole autour de cette table. Judith ? Oui, je veux bien. Alors effectivement, parfois on peut être un peu surpris. On peut intervenir en fait sur ces sujets-là dans certaines écoles. Alors ça commence un peu à dater mes expériences par rapport à ça, ça a évolué depuis. Mais où un vrai paradoxe justement, mais voilà, de toute façon il y a toujours des paradoxes dès qu'on touche à l'éco-responsabilité, donc vous le vivez tous certainement au quotidien, mais effectivement intervenir sur ces sujets-là quand l'école n'est pas engagée sur ces dimensions, c'est pas toujours évident parce que du coup les étudiants nous disent oh, bah, il n'y a même pas de poubelle de tri ici, pourquoi on est formé à ça, voilà, ils sentent parfois que l'école n'est pas alignée ou pas encore, ou commence tout doucement en fait à se mettre en marche. Et puis on connaît aussi les difficultés hein, de mettre en marche des grosses machines et des grosses structures. Donc voilà. Parfois, je trouve qu'il y a ce ressenti qu'on peut entendre de la part des étudiants, où ils sentent aussi un petit peu un manque de cohérence entre les cours qu'ils peuvent recevoir sur ces sujets-là et ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et puis, l'autre thématique, c'est aussi... alors, je serais intéressée d'avoir le point de vue de mes collègues. Mais effectivement, parfois, cette thématique aussi peut être pas évidente à aborder. Et il peut y avoir un petit peu des gens que ça braque. Donc, c'est pas facile, en fait, de garder toujours le ton juste, de trouver, en fait... alors, j'y travaille de plus en plus, hein, je me remets régulièrement en question sur le sujet. Je n'ai pas la baguette magique et la formule magique pour l'instant. Hein, j'ai testé, expérimenté pas mal de choses. Mais effectivement, de vraiment avoir un discours très positif, en tout cas, voilà, très positif, pas culpabilisant, sans être dans le jugement. Et c'est facile de le dire, de le faire, c'est un peu plus difficile. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ? Oui, je veux bien. Donc en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui braque.
Donc il y a vraiment la nécessité d'essayer de trouver des choses qui vont réussir à créer du collectif autour de ça. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, enfin comme vous disiez pardon tout à l'heure, la nécessité de montrer aussi qu'on n'a pas que les enjeux en lien avec l'écologie, mais qu'on a aussi plusieurs objectifs de développement durable et qu'on peut intervenir sur plein de sujets comme l'égalité filles-garçons, comme la consommation responsable, des choses comme ça. Il n'y a vraiment pas que... voilà, il y a toute une diversité de sujets. Et c'est vrai qu'après... quand on essaye de rallier les gens, il faut vraiment essayer du coup de se montrer toujours avec de la bienveillance et de donner confiance, de leur donner envie d'oser, de se lancer dans ces contenus, parce que c'est pas des choses qui sont faciles à traiter. Et si on donne un petit peu de notes positives, ça aide aussi à se lancer. Oui, je veux bien rebondir. En effet, je suis tout à fait d'accord. En fait, on a été confronté à ce que disait également une personne qui vient de Limoges, à cette dualité en permanence, en fait. Parce qu'il y a ce vers quoi on tend, et puis il y a la réalité. Et dans les différentes spé, par exemple, nous, on pourrait penser que des fois, ça doit se rejoindre. Ça devrait se rejoindre à terme. Mais aujourd'hui, on en est comme le monde en est. C'est-à-dire qu'on n'est pas dogmatique, on ne peut pas imposer à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on explique aux étudiants. C'est pour ça qu'on les sensibilise, c'est pour ça qu'on leur donne des clés pour avoir des outils, pour après penser RSE, RSO. Mais très clairement, ils sont aussi en contact dans la formation avec des intervenants qui ne sont pas du tout dans cette logique-là. Et parfois, il peut y avoir des discours. Voilà. Mais ça sera ça aussi quand ils sortiront et qu'ils seront des professionnels. Ils auront des gens qui ne seront pas du tout sensibles. Voilà, donc en permanence, on essaye de rallier, de réconcilier, on va dire, tout ça. Et je suis totalement aussi d'accord sur ce côté, souvent cette perception. En fait, il ne faut pas que ça soit la punition. Attention, c'est pas les gens qui bossent sur l'éco-responsabilité, c'est pas austère, il faut pas que ça soit austère, il faut pas que ça soit punitif, etc. On n'est pas dans genre la restriction, il faut que ça soit joyeux, voilà, donc c'est aussi dans la façon d'amener le sujet. Je sais que dans les interventions, dans les modules par exemple, souvent on commence par des quiz pour impliquer, pour montrer qu'en fait on est tous concernés sur des choses un petit peu rigolotes, quoi. C'est-à-dire combien il faut de litres d'eau pour arroser l'ensemble des terrains de foot, enfin voilà. Et on les engage aussi au-delà des cours, en dehors des cours, sur les temps de pause. Donc je vous parlais du challenge tout à l'heure. Mais par exemple, on essaye de faire des animations. On a fait dernièrement une animation avec justement les représentants de l'aspect sport responsable au sein de l'école, donc pour tous les étudiants sur les forêts du sport français. Donc, et cette animation, c'était à la fois des défis, ramasserie, etc. On a montré que c'était joyeux, que ça pouvait être rigolo. C'était pas, on s'ennuyait pas. Voilà. C'est Et peut-être juste pour conclure, effectivement, alors la spécificité de nous, notre diplôme, le diplôme universitaire sport, environnement, climat de l'Université de Savoie, c'est qu'on l'a construite autour de ces enjeux-là. Donc on n'est plus sur 15 ou 20 ou 80%, on est sur 100% des contenus qui sont spécifiques aux enjeux de la transition écologique du sport. Donc a priori, nos candidats sont à 100% motivés, ce qui est le cas, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à l'intérieur de ces 100% de candidats, il y en a souvent 50% qui sont engagés, passionnés, qui ont envie de changer les choses et qui sont là parce qu'ils ont envie de monter en compétence sur ces sujets-là. Puis il y en a aussi 50% qui sont, eux, pour le coup, poussés parce qu'ils ont déjà des contraintes réglementaires, où ils sont poussés par leur direction, où ils ont eu un changement de poste, ils ont besoin de monter en compétence. A priori, ils n'avaient pas forcément de sensibilité, mais ils sentent qu'ils ont besoin de monter en compétence et ils viennent pour ça. Donc au sein de nos candidats, on a vraiment deux profils différents qui sont parfaitement complémentaires et hyper intéressants. Mais voilà, ça permet de décrire un petit peu la diversité des candidats qu'on a sur cette formation. Un petit mot, oui. Je voulais rebondir sur la notion de plaisir, qui est à mes yeux hyper importante et que j'essaie, du coup, c'est pour ça que chaque année je teste, j'expérimente des choses un petit peu différentes pour voir. Et c'est vrai que cette année, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir un réalisateur d'un film qui s'appelle La Voix du glacier blanc,
qui est un film qui a été conçu autour d'un projet monté par des étudiants. C'est pour ça que c'est ça qui m'intéressait dans le truc. Donc, c'est des étudiants de Châlons qui sont au départ lancés un simple défi sportif. Et puis qui, d'un défi sportif, est devenu aussi un défi un peu environnemental. Parce que leur défi sportif, c'était d'aller monter le glacier blanc, alors que personne n'était ni sportif ni montagnard parmi eux. Et puis, en fait, au fur et à mesure où ils ont travaillé sur leur projet, ils ont été intéressés par... ils se sont penchés, en tout cas, sur la question environnementale, et jusqu'à construire, en fait, au final, un film documentaire qui tourne en ce moment dans des festivals de films. Et qui montre en fait, ils ont interviewé des glaciologues, etc., et qui vient valoriser et montrer tous les enjeux qui est autour de ce glacier. Et puis du coup, au fur et à mesure de leur aventure, là où ils pensaient aller juste monter un glacier, ce qui était déjà un défi assez intéressant en soi, ils sont aussi lancé le défi d'avoir l'empreinte carbone la plus basse possible. Et donc au final, ils sont partis de Châlons en vélo. Ils ont mis les vélos dans le train, ce qui est un autre défi pour accéder jusqu'au pied d'un glacier. Puis de la gare, le défi de faire un premier tronçon en vélo avant même de commencer l'ascension du glacier. Et du coup, donc j'ai invité le réalisateur de ce film à venir partager face aux étudiants que j'avais cette année. Et à l'issue de ça, en fait, je leur ai proposé en fait d'imaginer quel serait leur défi étudiant pour qu'eux aussi prennent du plaisir à leur échelle. Donc ils avaient juste une contrainte, c'était remplir un impact social ou environnemental. Et la deuxième contrainte, c'est qu'ils y prennent du plaisir, et que du plaisir. Et du coup, en fait, ils m'ont monté des projets qui ont été vraiment super intéressants. Ça a été bien au-delà, c'est quand même des étudiants que j'ai déjà depuis un moment, donc là, ils se sont vraiment surpassés, beaucoup plus impliqués, beaucoup plus engagés. Voilà, donc moi, je suis hyper contente, en tout cas, d'avoir testé ce format-là. Donc, du coup, l'idée, c'est d'aller encore plus loin l'année prochaine, de pouvoir un peu plus anticiper ça et de pouvoir ensuite réaliser au moins un ou deux des défis qu'ils auront imaginés. Eh bien, merci à tous et toutes. Du coup, là, on va avoir normalement quelques temps pour une ou deux questions du public. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Oui. Oui, je vous donne le micro. Oui. Bonjour à tous, Monsieur Boué. Je suis représentant de FCL, un club de foot de Lyon. D'accord. Je suis heureux de pratiquer du sport, de faire pratiquer aux gamins du sport. Nous avons un club où on a 1400 adhérents. Donc quand on parle du sport aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le mal du siècle. Non. Nous avons un rôle social, d'accord. Quand on parle du sport, nous voulons acheter des produits français, j'irais même européens. Les ballons, on ne les trouve pas ici. Les maillots, on les trouve d'ailleurs. Donc c'est tout le, comme disait Anne, c'est tout le programme économique, notre modèle économique qu'il faut revoir. On a externalisé nos pollutions dans les pays asiatiques, africains ou compagnie. Donc on produit là-bas, on ne produit plus en Europe ni en France. J'ai vu Maïf qui sont engagés. Aujourd'hui, Maïf, que s'ils n'ont pas assuré un bateau, il ne va pas se déplacer. Et pourtant, on parle de la mer, on voit donc les inondations, on voit donc les dégâts, les pétroliers qui se coulent. Donc le sport quand même, donc, il a un rôle social, on a un équilibre, comme disait Claude Bernard. L'équilibre et la beauté de l'esprit ne se réalisent bien que de l'équilibre et la beauté du corps. Donc aidons-nous à aller dans cette transition, nous en tant que sportifs. Merci. Eh bien, merci pour votre intervention et ça montre bien qu'on doit revoir nos maquettes de formation pour être formés sur ces enjeux-là et pouvoir répondre aux défis de demain. Est-ce qu'il y a une autre petite question dans la salle? Question, commentaire, oui, Anne. Oui, un tout grand merci pour ces merveilleux exemples. Et effectivement, c'est toujours le défi on part dans la réalité, il faut rester réaliste. En même temps, c'est ça le piège, il faut aller vers l'horizon de quelque chose de différent. Et ce que
je voudrais demander, c'est, je vois RSE, responsabilité sociale et écologique, dans le cadre financier existant, mais il y a aussi une responsabilité financière, comment on va repenser toute cette logique et dynamique financière. Il y a par exemple en France, vous avez le statut d'entreprise à mission. Si on dirait que tous les marchés publics seraient juste uniquement pour les entreprises à mission qui réinvestissent leurs profits dans l'objectif sociétal ou écologique, là on a changé. On a aussi changé le modèle économique et donc je vous encourage aussi d'ajouter la responsabilité financière. Par exemple, les clubs, où est-ce qu'ils mettent leur argent? Est-ce que chez une banque qui va investir chez Total Energy ou est-ce que chez Triodos? C'est là qu'on a un plus grand levier ou impact qu'avec les t-shirts, même si c'est important. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre et je vous encourage de ne pas l'oublier. Peut-être finalement pour réagir, au diplôme universitaire, on prend pas mal de temps pour essayer de décrire un petit peu comment a évolué le sport ces 150 dernières années, la pratique, la règle du jeu, etc., le cahier des charges, mais aussi son évolution financière, sa dépendance aux sponsors, etc., etc. Et une fois qu'on a bien décrit ça et qu'on s'est rendu compte à quel point ça a évolué énormément ces 100 dernières années, mais ça continue à évoluer très vite, en fait ça nous aide beaucoup dans le diplôme universitaire, à essayer de comprendre comment ça pourra continuer à évoluer, comment le cahier des charges va évoluer, comment le mode de financement du sport va évoluer, comment la règle même du jeu va évoluer, comment la désirabilité d'une pratique ou d'une autre pratique va évoluer, si on parle du ski, du trail ou peu importe la pratique. Et effectivement, la partie financière en fait complètement partie, mais on insiste vraiment sur l'idée que le sport est vraiment le sport au sens large, une pratique qui évolue très très vite, qui a évolué extrêmement vite et qui va continuer à évoluer. Et on incite vraiment les étudiants, les candidats à essayer d'anticiper et d'essayer d'inventer, de co-créer à quoi ça va ressembler dans 5-10 ans. Et la partie financière en fait évidemment partie. Voilà, une ultime question. Bonjour, merci pour vos présentations. Aurélien Buturieux de la recyclerie sportive. Vous êtes en entre-deux, enfin, vous êtes à la fois présent pour vous adapter au marché du travail, pour fournir des gens qui auront un emploi, et à la fois vous créez aussi des gens qui pourront potentiellement modifier les espaces de travail et les postes. Comment est-ce que vous intégrez ça dans les formations, la création de possibles, tout en restant cohérent avec le marché du travail ? Qui veut commencer à prendre la parole? Vas-y. Alors, pour notre exemple très spécifique, il y a vraiment deux types de profils et on n'a pas pour ambition de révolutionner tout d'un coup. Tous les candidats qui viennent sont déjà en poste, ils ont envie de progresser, ils ont envie de continuer à faire évoluer en interne leur activité et ils n'ont pas tous la volonté de révolutionner leur emploi, ils ont la volonté de le faire bouger en interne. Il y en a aussi d'autres qui vont vouloir transformer la pratique du sport, mais finalement quand on regarde ce qui s'est passé ces 50 dernières années, si on regarde il y a 50 ans, il y a eu un changement radical, mais en fait c'est plein de petites évolutions et on est plutôt partisan de petits pas à l'intérieur, en interne, et qui fait que quand on regarde 10 ans plus tard, en fait il y a eu un changement radical. Et en tout cas c'est la vision de la majorité des candidats qui viennent nous voir. En fait, nous, comme ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que nous, on pense, là, on est au début, enfin, on est une école un peu jeune, donc on progresse, vous voyez, on diffuse, on infuse, on fait en sorte que tout le monde soit de plus en plus impliqué. Après, ça sera à charge à chacun de prendre la responsabilité et de s'investir dans le cadre déjà de son alternance et ensuite du job qu'il trouvera. Je ne sais pas si je réponds à la question. Précisément, si vous pouvez repréciser... Ouais. En fait, si on suit, on avance. Quand je disais elles sont insuffisantes, elles progressent en fait. C'est-à-dire que nous, avec nos retours d'expérience, c'est ce qui se passe avec les histoires de renouvellement de titres. On est sur le même titre depuis plusieurs années. Il a été renouvelé précédemment. Donc, le référentiel de formation, il est quand même construit avec France Compétences pour que on soit adapté, ce qu'on
propose comme module et comme formation soit adapté aux besoins et aux attentes du marché. Donc, lorsqu'il est renouvelé, on a pu intégrer là toute cette dimension RSE. Et c'est vrai, je rejoins au-delà du côté environnemental. Ça, c'est un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Où on a été confronté, c'est qu'à un moment, on faisait que de l'environnement. Et en fait, même les étudiants nous ont dit non, c'est pas que l'environnement. Moi, je veux la dimension RSE globale. Donc, on a réintroduit tout ce qui est sociétal. Donc, en fait, on accompagne. Donc, comme c'est renouvelé assez fréquemment, entre 2 et 5 ans, prochain renouvellement, en fonction de tout ce qu'on aura vu, tout ce qu'on aura nourri, tout ce qu'on aura pu avancer, en fait, on apprend en marchant, et bien on va continuer à renforcer. Voilà. Mais c'est en effet, c'est notre exercice permanent d'optimiser ça. Peut-être pour répondre un peu plus précisément à la question, je pense que notre vision, c'est pas de former au sport de demain, c'est former les candidats à construire le sport de demain. C'est bien ça notre enjeu, nous. D'autant plus que c'est les décideurs du sport, donc c'est les gens qui sont acteurs, qui prennent des décisions. Il ne faut pas croire qu'il existe un sport de demain qu'on ne connaît pas encore ou auquel on doit le former. En fait, personne ne sait à quoi ça ressemble le sport de demain. Par contre, c'est les candidats, nos candidats, qui vont le créer. Et donc on les forme bien à avoir la vision systémique, l'ensemble de la palette d'outils qui va leur permettre de construire le sport de demain. Et c'est bien ça qu'on essaie d'enseigner dans ce diplôme universitaire. Et je complète parce que c'est exactement aussi ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre projet Transition EcoStep, c'est de donner toutes les clés pour pouvoir repenser, agir, mais pas enlever tous les autres côtés. On garde les mêmes compétences, les mêmes connaissances, mais en englobant tous ces enjeux de socio-environnementaux pour qu'une personne soit conscientisée, formée, et qui puisse agir concrètement à repenser le modèle sportif de demain, parce qu'actuellement, le modèle actuel n'est absolument pas compatible avec les enjeux environnementaux qu'on devrait avoir, et du coup, c'est juste les questionner avec eux en tant qu'étudiant, de savoir qu'est-ce que tu aimerais faire, et que à la fois, dès ton diplôme, tu puisses avoir les clés concrètement de qu'est-ce qu'il faudrait faire, et vu que tout le monde sera formé aux mêmes enjeux, on espère aussi avoir conscientisé tout le monde et avoir un vrai changement dans quelques années. Et je crois que c'est là. Ouais, peut-être pour conclure, mais ce qui est intéressant dans la formation, c'est que évidemment le sport c'est ultra large. On va parler de foot, de rugby, mais de trail, de ski, etc. Et qu'en fait, à aucun moment donné, on va être ultra spécifique en expliquant à tel ou tel candidat ce qu'il va devoir faire. En fait, on a un panel ultra large d'activités, et c'est vraiment tous ces exemples qui vont permettre au candidat de construire C'est pour ça qu'on n'a pas fait une formation spécifique. On pourrait d'ailleurs demain faire une formation spécifique, sport indoor, sport outdoor, sport d'équipe, sport fédéré, sport autonome, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été le choix, et on part vraiment du principe que quand on arrive à avoir cette vision vraiment globale et systémique, ça nous permet de... on a donné suffisamment d'informations aux candidats pour qu'ils construisent leur ligne par rapport à leur pratique. Messieurs, dames, je vous remercie infiniment d'avoir alimenté cette table ronde.